La version 19.1 de DaVinci Resolve est sortie. J'ai passé la journée d'hier à la découvrir, elle est franchement pas mal. Allez, je vous fais un petit résumé. Une fois par an sort une nouvelle version complète, donc par exemple de 18 à 19 de DaVinci Resolve, et c'est waouh, il y a plein de nouveaux cadeaux, c'est super. Et également, une autre fois par an, quelques mois après la sortie, sort souvent une version .1. Et ben la 19.1 est sortie, c'est une version qui contient principalement énormément d'améliorations de ce qui existait déjà et quelques nouveautés. Ah oui, au fait, bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. J'avais oublié de le dire, ça vous manquait tellement. Alors, voyons un petit peu toutes ces nouveautés. Je suis ici dans DaVinci Resolve. Vous savez que dans la version 19 est apparue la possibilité ici de passer de la tête de lecture normale, à savoir la tête de lecture comme ceci, qui se déplace dans la timeline, à une tête de lecture comme ceci, qui est fixe. Mais jusqu'à présent, elle était fixe en plein milieu de la timeline. Dorénavant, vous pouvez choisir la tête de lecture et la déplacer pour la mettre plus devant ou plus derrière. On ne peut pas aller jusqu'au bout non plus. Là, ça met plus ou moins un quart, trois quarts ou trois quarts, un quart. Mais c'est franchement pas mal. Moi, je trouve ça plutôt bien d'avoir ici le 1 quart et 3 quarts. J'ai plutôt envie de voir davantage ce qui va arriver que ce qui est arrivé. Donc c'est une très belle progression. Une reliaison automatique des bins. Alors vous le savez peut-être, quoique c'est passé un petit peu discrètement, parce que c'était pas annoncé initialement à la sortie de DaVinci Resolve 19, mais dans cette version 19, il y a une possibilité de lier ce qu'il y a dans un dossier physique dans votre explorateur de fichiers et ce qu'il y a dans un de vos chutiers DaVinci Resolve. Je vous fais la démo. Ici par exemple, je vais prendre un petit dossier, ici mon dossier test sync, et je vais le mettre ici dans mon master, vraiment à la base. Ça crée donc un chutier testing dans lequel il y a le fichier qui était dedans. Ça d'ailleurs c'est très important, il faut qu'il y ait un fichier à la base dans le dossier, sinon ce que je vais vous expliquer ne marche pas. Voilà, ça c'est un petit peu dommage d'ailleurs, mais voilà, sachez-le. Et maintenant que j'ai fait ceci, ce qu'on pouvait faire dans DaVinci Resolve 19, c'est faire un resync media file. Ça fait quoi, resync media file? Ça fait que si entre-temps j'avais rajouté d'autres fichiers, le fait d'avoir fait resync media file aurait rajouté ces fichiers au sein de mon chutier test sync. Mais on était obligé de, à chaque fois qu'on rajoutait dans l'explorateur de fichiers un fichier, on était obligé d'aller cliquer dans le menu et de faire resync media file. Eh bien, plus maintenant, puisqu'il y a enfin un automatically resync media file. Maintenant que c'est choisi, je peux aller rajouter quelques fichiers. Voilà, j'ai ici quelques petits fichiers son. Je vais rajouter cela au sein de Finder. Et après quelques secondes, voilà, c'est pas immédiat, ça prend plus ou moins de temps. J'ai attendu des fois jusqu'à une bonne vingtaine de secondes, mais en tout cas, ça arrive. Vous allez voir les fichiers qui arrivent. En les attendant, je vais aussi vous dire que ça marche pour les fichiers vidéo, ça marche enfin pour les fichiers son aussi. C'est censé marcher pour les fichiers images. Moi, je n'ai pas réussi à ce que ça marche. J'ai fait plein d'essais, les fichiers images ne passent pas. Merci de faire le test également chez vous et de me dire si chez vous ça marche, savoir si j'ai un problème chez moi ou s'il y a un bug chez eux. Voilà, j'ai attendu une bonne quarantaine de secondes, mais c'est arrivé. Je trouve que ce délai est un peu dommage, j'espère que c'est un truc qui va s'améliorer. J'ai vu d'autres youtubeurs faire l'essai chez eux, ça a l'air immédiat, chez moi c'est pas le cas. Merci de me dire aussi si vous avez ce même délai. On peut à présent exporter de multiples timelines. Petite démonstration, je choisis une timeline, j'en choisis une deuxième, je fais un clic droit, je vais dans Timeline. Vous savez peut-être que depuis la version 18 au 19, on pouvait rajouter ces deux timelines à la Render Queue pour faire un export, mais là il ne s'agit pas de faire un export d'un fichier, mais bien d'exporter les timelines même, et sous différents formats, que ce soit le format de DaVinci Resolve ou le format, voilà, pour en faire une timeline pour Final Cut Pro, pour plein de software qui vont vouloir ingérer la timeline, et donc maintenant on peut enfin le faire sur plusieurs timelines, voilà, c'est bienvenu. L'écran secondaire est enfin redimensionnable. Si vous avez deux écrans, vous savez qu'on peut choisir la possibilité de répartir l'interface sur nos deux écrans, mais jusqu'à présent, l'interface secondaire, le deuxième écran, la fenêtre, on pouvait pas la redimensionner. Maintenant, on peut un peu la redimensionner. Voilà, comme ça on peut mettre un petit quelque chose en plus dans ce deuxième écran. Vos emails, vos notes, votre partie de jeu d'échecs, puisque vous êtes la dernière personne qui joue encore aux échecs sur un ordinateur. Bref, faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Le menu Help amélioré pour les utilisateurs de Windows et Linux. Il y a quelques temps, je vous faisais une petite démo d'un truc formidable qu'il y a sur n'importe quel programme Mac, qui est que lorsqu'on va dans Help, je peux taper n'importe quel élément du menu, par exemple Selection, Follow, Playhead, et automatiquement, je peux directement sélectionner cet élément, et en plus, il me montre où il est. Donc là, normalement, je sais que c'est dans Timeline, et je vois ici qu'il est ici. Donc je peux, d'une part, apprendre des choses, mais aussi m'en servir comme raccourci, puisque si je clique ici, ça sélectionnera bel et bien cette fonction. Mais ça, c'était un truc spécialement dédié au Mac. Et ben, DaVinci Resolve a décidé de l'implémenter lui-même dans son programme pour les utilisateurs Windows et Linux. Donc ça y est, vous aussi, vous avez droit à ça.
On peut rajouter des notes de marqueurs dans le data burn-in. C'est quoi le data burn-in? Bon, d'abord faisons une note. Donc là, je vais rajouter une petite note. Voilà, marqueur 1. Oui, quand je dis note, ça voulait dire marqueur. Oui, bon, je me suis trompé, ça arrive. Et donc ici, je mets ma note qui est ma jolie note, virgule, c'est un do. Vous voyez, blague, note, rigolo, on passe un bon moment. Et donc à un moment, je voudrais que lorsque j'exporte ceci pour en faire un fichier, je voudrais voir cette note à l'image. C'est ça, le data burn-in, c'est de mettre dans l'image, vraiment dans le fichier vidéo, des données. Ça se passe ici dans le workspace, on va ensuite dans data burn-in, et il y a ici une petite fenêtre qui arrive et qui nous montre toutes les choses qu'on pourrait montrer à l'image. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas la possibilité de rajouter des notes. Ces notes qui sont au sein d'un marqueur. Il n'y a toujours pas marqué note marqueur, ça c'est peut-être un peu dommage, mais bon. La façon de le faire, c'est que si vous choisissez Custom Text, et si dans le champ, normalement, on écrit simplement un texte, écrit gna gna gna, vous voyez que c'est écrit gna gna gna, et ça ce sera dans le fichier vidéo quand j'exporterai. Mais à la place d'écrire gna gna gna, je peux écrire %, et là ça me donne accès à un ensemble de valeurs, et il indiquera cette valeur à l'écran. Je m'explique, si je tape dorénavant marqueur, et il me propose là, automatiquement par exemple marqueur note, hop, il va aller chercher dans mes marqueurs les notes, et donc là effectivement, on voit ma jolie note, c'est un do. Et donc à cette image précisément, vous verrez apparaître le texte. Si vous voulez qu'il apparaisse sur plus qu'une image, il faut évidemment que ce soit un marqueur de durée, et non pas un marqueur simple, parce qu'un marqueur simple, ce n'est que sur une seule image. Créer une smart bin qui va chercher des fichiers dans une bin spécifique. Et voici ici mon ensemble de smart bin. Je ne vais pas vous faire un détail sur les smart bin, mais en gros, pour ceux qui connaissent, voilà, on fait add smart bin, et je veux une smart bin qui aille chercher dans un dossier particulier. Mettons dans mon dossier test sync. Et bien, dorénavant, je peux faire ici dans les media pool properties, il y a dorénavant ici clips in bin, et là je lui dis dans quelle bin est-ce que je veux qu'il aille chercher. Si je tape dans les 3 petits points, j'ai l'ensemble de mes bins, j'en ai qu'une seule, donc je choisis test sync, je fais create, et donc dorénavant, cette smart bin me montrera tout ce que j'ai dans test sync. Bon, évidemment, en tant que tel, c'est pas intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, vous pouvez vouloir rechercher tous les fichiers audio au sein de cette bin. Avant, c'est pas possible. Vous pouvez choisir tous les fichiers audio au sein de l'ensemble de vos fichiers, mais pas au sein d'une bin. Maintenant, c'est possible. On peut faire à présent une recherche dans tous les champs des marqueurs. Ça, c'est pas mal. Alors ici, je vais dans Index, et dans Index, je vais aller dans Marqueur, là où je suis. Je vais rajouter une deuxième note, tiens, voilà, pour que ce soit plus probant ma démonstration. Et ici, je vais écrire Lilili. Très bien. Je vois donc que j'ai 2 marqueurs, et ici j'ai mon champ de recherche. Avant, dans mon champ de recherche, je ne pouvais rechercher que le nom des marqueurs. Alors mes noms de marqueurs, ils s'appellent marqueur 1 et marqueur 2. Ça va pas m'aider à me souvenir où est celui dans lequel il y a Lilili. Dorénavant, je peux taper Lilili, effectivement, je n'aurai que le marqueur qui contient la note Lilili. Et c'est chouette, Lilili. Comme c'est chouette, ça me donne envie de chanter très mal. Dorénavant, les clips sont toujours copiés et ensuite collés à l'endroit de la timeline. Vous le savez peut-être, lorsque vous prenez un clip et que vous le copiez, vous déplacez ensuite votre timeline à un endroit, vous collez, et ça le colle à l'emplacement de la timeline. C'était toujours le cas, sauf qu'on avait un point in quelque part dans la timeline, auquel cas, lorsque je faisais copier et que je collais, ça le mettait au point in. Or, dorénavant, si je déplace ma tête de lecture ailleurs et que je fais coller, ça le met bien à l'endroit de la tête de lecture. Et vous avez vu qu'il s'est passé en même temps quelque chose qui, à mon avis, est un bug, c'est que ça a effacé mon point in. Donc ça ressemble vraiment à un bug. C'est encore la première version de la point 1. J'espère que ça va être corrigé très bientôt. On peut effacer de multiples pistes depuis l'index. Alors ici, je suis dans ma fenêtre index, la voici. Au sein de index, je choisis tracks. Et ici, dorénavant, je peux choisir un ensemble de pistes, voilà, de celle-là à celle-là. Je fais un clic droit et je peux faire delete tracks et j'efface plusieurs pistes d'un coup. Ça, c'est pratique. On a enfin accès aux EQ et aux dynamiques depuis la page Edit, ça c'est vraiment bien. Vous voyez ici que dans mon mini mixeur, jusqu'à présent, je n'avais pas, contrairement à dans ma page Fairlight, d'accès à ce qui est dynamique et EQ. Vous voyez que dans la page Fairlight, on a ceci, alors que dans Edit, je n'ai pas accès à ceci. Si, en fait, dorénavant, parce qu'on peut cliquer sur le petit bouton EQ, double-clic, et on a la fenêtre d'EQ qui s'ouvre. Pareil pour la dynamique, double-clic. Et donc, je peux enfin modifier ma dynamique ou mes EQ d'une piste au sein de la page Edit, sans besoin de faire un aller-retour dans la page Fairlight. Pas mal. Le Docker a été amélioré. Ça, c'est bien parce que vraiment, il était moyen à sa sortie. Maintenant, il est mieux. C'est quoi le Docker? Alors, pour rappel, c'est lorsque vous avez une piste dont vous voulez que le niveau descende selon ce qui se passe dans une autre piste. Le cas typique,
vous avez une personne qui parle et de la musique à côté. La piste de la musique, vous allez mettre un Docker dessus pour que lorsque, sur la piste où il y a quelqu'un qui parle, on entend du son, à ce moment-là, la piste dans laquelle il y a le Docker fait baisser le son de la musique. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, on ne pouvait choisir au sein des settings du Docker qu'une seule piste à surveiller. Donc il allait pouvoir baisser le son que s'il y avait du son sur une seule piste. Ce qui était un petit peu embêtant parce que typiquement dans le cas d'une interview où il y a 2 pistes son, une pour chacun des protagonistes, bah du coup on était coincé. Plus maintenant. Alors comment ça se passe? Ici je vais rajouter un Docker sur ma piste test. Je choisis ma piste, je rajoute mon Docker. Et ici pour les sources, voilà, avant on avait le choix, bah très bien, on l'a toujours. Donc je vais surveiller la piste 2. Mais maintenant, j'ai un petit plus et moins. Donc je peux surveiller la piste 2 et aussi la piste 4 par exemple. Et donc dans la piste 2 et 4, je vais mettre mes 2 personnes interviewées. Et ici dans ma piste test sera ma musique. Et donc se baissera à chaque fois que quelque chose se passera dans la piste 2 et 4. C'est à présent vraiment utilisable Docker. C'est un petit peu mon effet Docker. Pourquoi vous regardez cette chaîne? Je comprends pas moi. On peut à présent modifier l'état des pistes en faisant un clic glissé. Oh, ça c'est vraiment génial. Par exemple, ici, si on voulait changer l'ensemble des statuts de l'auto-track selector, ben, on est obligé de cliquer 1, puis 2, puis 3, puis 4 par exemple. C'était long, et là pour les remettre, je dois refaire pareil. Eh ben plus maintenant, je n'ai qu'à cliquer, et puis remonter, et ça choisit tout. C'est vraiment bien. Ça fait pareil ici, ben, pour le solo par exemple, je choisis un solo, et puis je descends. Voilà, le mute, et puis je descends. Vous n'êtes même pas obligé d'aller tout droit. À partir du moment où j'ai sélectionné, je me mets à aller en diagonale. Du moment que je monte, il comprend que je veux changer les mutes. Ça, mais alors ça j'aime bien. Modifier le volume d'un canal audio. Alors comment ça se passe? Mettons ici que j'ai un petit fichier, ben, mettons pas, hein, j'ai un petit fichier, il est stéréo. Je vais ici dans mon inspecteur. Au sein de l'inspecteur, j'ai la partie File. Et depuis la version 19, on a ceci qui permet de voir un petit peu les 2 canaux audio. Mais ça arrive des fois que, par exemple, dans un fichier stéréo, il a été mal configuré, et il y en a un qui a un volume beaucoup plus élevé que l'autre, et ça vous embête, vous avez envie d'une stéréo bien équilibrée. Et bien, dorénavant, vous pouvez cliquer sur un des canaux, et vous pouvez ici modifier directement le fichier. Voilà, par exemple, le mettre plus fort si jamais il n'était pas assez fort, et dorénavant, effectivement, le canal de gauche sera plus fort que le canal de droite. Là, actuellement, on ne le voit pas puisque là, je suis en version où il ne nous montre pas les 2 canaux, mais si je choisis de montrer les 2 canaux, je vois qu'effectivement, je vais un petit peu agrandir, j'ai bel et bien un canal plus grand que l'autre. Pas mal. Changer le canal audio dans un clip mono de manière beaucoup plus simple. Donc, imaginons que j'ai un fichier qui a été pris par un enregistreur audio dans lequel il y a plusieurs pistes son. Un, par exemple, avec le micro-cravate, un autre avec le micro-canon qui est au-dessus de moi. Imaginons que c'est ce fichier-là, donc normalement, je serais plutôt ici sur une piste stéréo et je pourrais choisir ici d'utiliser soit le 1, soit le 2. Et donc, à chaque fois que je veux écouter l'un ou l'autre, je dois aussi ouvrir ici les clip attributes et aller modifier, passer de l'un à l'autre, ce qui est un petit peu long. Ben maintenant, il y a beaucoup plus simple. Vous faites commande clic droit et vous choisissez simplement directement le clip. C'est bien. J'imagine que sur Windows, ça doit être contrôle, mais donc sur Mac, commande clic droit, pouf, et vous changez. Très très bien. Dans cette version, vraiment, on économise énormément de clics. C'est très bien pensé. Il y a plein de nouveaux effets, fusions, de nouveaux générateurs, de nouveaux titres, vraiment beaucoup plus que ce que j'ai vu comme amélioration dans les précédentes versions. Ça mérite d'en faire une vidéo complète, donc ce sera pour une prochaine vidéo qui va arriver très vite. Si vous voulez être tenu au courant de cette vidéo, eh bien c'est le moment de vous abonner, de cliquer sur le petit bouton pour être notifié des prochaines vidéos, et également de cliquer sur le petit pouce en l'air, voire le bouton merci pour encourager financièrement cette chaîne et m'encourager à continuer. Merci pour tout ça. Tout ça, c'était les nouveautés dans la page Edit. À présent, voyons les nouveautés de la page Fusion. Et première nouveauté, un bouton Freeze Frame dans le node Time Speed. Je choisis ici mon Media In et je vais rajouter un node Time Speed. Dans ce node Time Speed, je peux faire des modifications de vitesse. Et je pouvais d'ailleurs avant faire un Freeze Frame. C'est juste que maintenant, c'est beaucoup plus facile. Je choisis ici l'image qui m'intéresse et je clique simplement sur Freeze Frame. Et voilà, ça a fait mon freeze frame, tout mon clip est freeze framé. Et ça, c'est fret. Qu'est-ce que ça fait? Ben, simplement, ça a choisi si l'image dans delay, ça a mis speed sur 0. Donc ça, avant, on pouvait le faire manuellement. C'est de nouveau beaucoup plus facile, beaucoup moins de clics. Il y a un nouveau node qui est arrivé. Et il est vraiment intéressant, c'est le node Switch. Alors, ce node Switch, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de switcher, étonnamment, entre plusieurs choses. Mettons qu'ici, je vais aller prendre plusieurs de mes clips vidéo. Voilà. J'en avais déjà un premier, maintenant j'ai les 2 suivants. Je vais les mettre dans mon switch. Alors déjà mon switch, je vais lui dire combien d'entrées je veux. Si je vais dans config, et je vais choisir 3 entrées.
chacune de mes entrées, je peux les nommer si je ne vais pas le faire. À présent que j'ai mes 3 entrées, on voit ici 1, 2, 3 entrées, je vais pouvoir relier chacun de mes médias à mon switch. Et au sein de mon switch, dorénavant, je peux choisir lequel de ces media in je veux voir à l'image. Et donc ici, je peux switcher d'une entrée à l'autre. Ces entrées que vous voyez ici, input 0, 1 et 2, c'est les noms que je choisissais dans config, que je peux donc changer. Et donc je peux ici très facilement switcher d'un truc à l'autre. Et ceci est évidemment keyframeable. Donc je peux choisir que ici, je veux utiliser l'input 0. Voilà, jusque là c'est input 0. Ensuite, à partir de là, je vais utiliser l'input 1, et à partir du moment où je serai ici, je peux utiliser l'input 2. Et donc, selon l'endroit où je serai dans la timeline, il va switcher de l'un à l'autre. Vous voyez aussi qu'automatiquement, ça m'a créé ici, dans mon éditeur de keyframe, un ensemble de changements. Mettons d'ailleurs ici que je vais en rajouter un où on va revenir à input 0. Et comme c'est des keyframes, je peux faire tout ce que je peux faire avec des keyframes. Par exemple, je peux faire ici, choisir tous les keyframes, et faire par exemple un loop, et donc ça va continuer de switcher, hop, vous voyez que ça passe de l'un à l'autre en loop. On peut aussi rajouter des expressions, etc. Enfin bref, si vous connaissez un peu Fusion, vous commencez un petit peu à réaliser à quel point ça peut être très très puissant comme outil. Mais aussi, ce switch peut dorénavant être utilisé comme modifieur. Alors, c'est quoi exactement un modifieur pour ceux qui ne savent pas? Bon, déjà, je vais rajouter un petit texte. Dans ce texte, je vais écrire texte. Voilà, je vais le rajouter après ceci. Donc, on voit ici mon texte. Dorénavant, ici, je vous disais, on peut faire un modifieur switch. Par exemple, dans texte, je vais faire un clic droit et je vais choisir switch. Ici, j'ai un nouvel onglet modifieur. C'est un modifieur de type switch. Et vous voyez qu'on retrouve le principe de config. Donc, dans config, on peut choisir plusieurs inputs. J'en mets de nouveau 3. Et ici, dans contrôle, je retrouve mes 3 entrées dans lesquelles je vais pouvoir mettre des textes différents. Par exemple, texte, mais également framboise, et également non, peut-être pas ça, et également fleur. Et donc, à partir de là, je peux choisir que jusqu'ici, je vais utiliser texte, voilà. À partir d'ici, je vais passer à l'input 1 qui va être framboise, et ensuite ici, je vais passer à l'input 2 qui est fleur, et on voit qu'effectivement, ça change le texte en cours. Et donc ce switch, je peux le mettre comme modifieur d'absolument n'importe quelle valeur. Ça ouvre plein de perspectives. Lesquelles? Peut-être la découverte du sens de la vie? Peut-être pas, non? Mais peut-être. Passons à présent dans la page Color, dans laquelle il y a une petite nouveauté, c'est le choix d'un preset par défaut dans les qualifieurs. Ici, si je vais dans la partie qualifieurs, vous savez sans doute qu'il y a plusieurs types de qualifieurs, et avant, à chaque fois qu'on choisissait un node, il se mettait d'office dans le premier qualifieur. Et peut-être que vous utilisez toujours celui-ci, ou le 3D. Dorénavant, vous pouvez aller dans les 3 petits points, et dans défaut qualifieur, vous choisissez 3D. Et donc maintenant, si je fais un nouveau node, je vois qu'ici, si je reviens dans qualifieur, il a bien choisi le qualifieur 3D. On peut dorénavant rajouter une couleur sur les nodes modifiés ou ajoutés. Comment ça se passe? Je vais dans les 3 petits points et je vais choisir Track Node Change Using Color. Par exemple, je vais choisir la couleur orange. Donc à chaque fois que je vais, par exemple, rajouter un node, comme je vais le faire maintenant, hop, il a rajouté une petite ligne orange. Ça veut dire que je sais que je viens de rajouter ce node-ci. Mais également, si jamais ici je vais dans un node précédent et que je modifie quelque chose, voilà par exemple je fais ceci, il s'est mis en orange. Ça me dit que donc j'ai, moi, fait ces modifications dans ces 2 nœuds, soit en les rajoutant, soit en modifiant quelque chose au sein de ce nœud. À quoi ça sert? D'une part, si vous êtes plusieurs étalonneurs avec des machines différentes à travailler sur le même étalonnage, du coup il est possible de savoir qui a fait quelle modification. Donc ça, c'est très pratique pour la collaboration. Mais également, ça vous permet de savoir, tiens, à partir d'un moment donné, quelles sont les modifications que j'ai faites. Mettons que vous avez fait tout un étalonnage, puis tout d'un coup, votre client vous demande, tiens, est-ce que tu peux essayer telle ou telle modif? Et donc, pouvez-vous dire, tiens, à partir de maintenant, je vais mettre ce suivi par couleur, et donc toutes les modifs que je fais suite à la demande du client, je les vois clairement sur mon node tree, puisque je vois une couleur à chaque fois, et si après je veux revenir en arrière, c'est très facile, je reviens en arrière, en faisant des undo jusqu'à ne plus voir de orange. Voilà, je fais ça, et ça, hop, encore un peu, et voilà. Je sais que je suis revenu à la position avant que j'ai commencé à travailler avec la couleur orange. C'est un peu tordu, mais c'est pas mal. Et du coup, on peut également filtrer les clips d'après les couleurs de node. Je vais refaire une modification à celui-ci pour qu'il ait bien une couleur, voilà la couleur orange en question. Et si, dorénavant, ici dans clip, j'ai toujours mon menu déroulant, je peux également choisir les nodes color. Et moi, c'était le orange. Et je vois ici, dorénavant, que dans la liste de mes clips, je n'ai plus que le clip dans lequel j'ai effectivement un node orange.
À présent, passons aux nouveautés dans la page Fairlight. On peut à présent dupliquer une piste, ça c'est pas mal du tout. Par exemple ici, ma piste audio 2, je la choisis, je fais un clic droit et je vais aller choisir Duplicate Track. Non seulement ça a copié ma piste avec l'ensemble de mes réglages de piste, vous voyez qu'on retrouve les mêmes effets que ma piste initiale, mais également ça a recopié tous les clips. Donc je peux très facilement aller tenter une autre version. Je vais muter ma piste initiale, je vais faire des essais ici, rajouter tel ou tel réglage, et si à la fin j'en suis plus content que ma piste initiale, c'est celle-là que je vais garder, je vais peut-être effacer l'autre, et si finalement mes réglages ici étaient pourris, je vais effacer ma piste dupliquée et je vais revenir à mon ancienne version. Donc franchement pas mal. On peut dorénavant désactiver une piste. Je fais ici un clic droit dans la piste et je vais dans Disable Track. Et dorénavant, cette piste n'est plus active, donc on ne l'entend plus, elle ne fait absolument plus rien. Je suis pas persuadé de la nuance par rapport à simplement muter la piste, mais j'imagine que ça en a, donc chouette. On peut à présent effacer plusieurs pistes depuis le menu Track, donc je vais ici dans mes pistes. Je fais un clic droit, je fais Delete Tracks, et ça y est, j'ai effacé toutes mes pistes. On peut à présent afficher l'automation d'un plugin depuis ce plugin. Je m'explique. Mettons que ici, voilà, sur ma piste audio 2, voilà, qui était désactivée, mais je vais la réactiver, voilà. Ici, dans cette piste audio 2, j'ai ici un petit plugin d'effet. Et ici, cette distorsion, je vais vouloir, par exemple, modifier la valeur dry wet dans le temps. Donc ça se fait dans les automations. Donc normalement, on doit aller ici choisir dans les automations où est-ce qu'il est exactement, aller dans plugin, puis dans distorsion, puis aller retrouver le truc, bref, c'est très long. Et en fait, maintenant, il y a beaucoup plus simple. Vous faites simplement un clic droit sur le réglage, donc ici vraiment sur ce réglage-ci, pas sur la valeur, mais bien sur le réglage, clic droit, et vous voyez qu'automatiquement, ça l'a choisi ici. Je peux donc aller très facilement modifier ici mon dry wet, et voilà, ça a fait ce que je voulais faire. De nouveau, c'est plein de clips de gagner. Vraiment, je pense que tous ces 19.1, ils se sont posés les questions, comment est-ce qu'on va pouvoir éviter des clics? Et ça, c'est chouette, quoi. Mais, j'ai remarqué un petit truc, c'est que ça ne semble pas fonctionner, en tout cas dans le plugin Reverb. Là, je suis dans Reverb, j'ai beau faire clic droit assis sur le petit bouton, ça ne me change absolument pas mon automation. Donc, merci d'essayer également chez vous pour me dire si chez vous ça marche, parce que, moi, ça ne marche pas. Et en passant, c'est pas que pour les plugins, ça marche aussi en tout cas pour les EQ, pour les dynamiques et pour les tracks FX. On peut dorénavant visualiser des parties de pistes invisibles lorsqu'on fait un redimensionnement. Par exemple, ici, je vais redimensionner ce clip. Je clique d'abord dessus, et dorénavant, je vois ici, à la gauche du clip, la partie qui actuellement est invisible, donc qui n'est pas audible. Donc ça permet de voir la forme d'ongle et de plus facilement d'aller choisir, je veux qu'il aille jusque là, voilà, après cette partie-là. C'est quand même plus facile qu'avant où on ne voyait pas ça. Donc ça c'est bien, lorsque je fais mon trim, je vois l'entièreté de mon fichier, la partie visible et la partie invisible. À présent, quelques petits changements dans la page Deliver. Déjà, lorsque vous avez plusieurs jobs dans la Render Queue, vous pouvez à présent modifier l'ordre des jobs. Donc ça c'est pas mal, étant donné que lorsque je vais lancer ma Render Queue, il va faire dans l'ordre de la liste. S'il y en a un dont j'ai besoin plus rapidement, je peux le mettre en tout premier. Nouveauté également, je peux dorénavant faire des presets dynamiques selon les valeurs de la timeline. Je m'explique. La plupart des presets ici, lorsque vous les choisissiez, avant, automatiquement, ils s'accordaient à la valeur de la timeline, que ce soit en termes de fréquence d'image par seconde de la timeline. Donc si vous avez une timeline à 25, automatiquement, ce setting se mettait à 25. Et pareil pour la résolution. Si vous aviez une timeline en 4K, votre export automatiquement se faisait en 4K. Sauf pour les presets que vous créez vous-même. Si le preset que vous créez vous-même, vous l'aviez créé à partir du HD, même si votre timeline était 4K, elle se mettait à la base en HD. Eh bien, dorénavant, vous pouvez également choisir que votre preset s'adapte dynamiquement à votre timeline. Pour cela, je choisis simplement dans ma liste déroulante de résolution, Timeline Resolution. Voilà, c'est ça qui est nouveau. Avant, j'avais d'office un de ces réglages-là. Dorénavant, je peux également choisir Timeline Resolution. Et donc, quelle que soit la timeline et la résolution ou la fréquence d'image de la timeline que je choisis, mon preset va s'adapter à ce qui a été choisi dans la timeline. Donc, on n'est pas obligé d'avoir plusieurs presets personnels, un en 4K, un en HD, un en 720p. Pour en avoir un seul, il va s'adapter à ce que vous avez choisi pour votre timeline. Plutôt bien vu. Voilà, ça c'est l'ensemble des modifications qui m'ont plu à moi, mais il y en a encore plein d'autres, je vous invite à découvrir tout ça. N'hésitez pas à aller sur le site, allez, je vous montre où c'est, je suis sympa. Si vous allez sur le site de Blackmagic Design, vous pouvez aller dans Support, ensuite vous descendez dans DaVinci Resolve et Fusion Software, et ici, vous avez le PDF avec toutes les nouvelles choses. Je vous le montre ce PDF. Il est assez complet, il comprend vraiment l'ensemble des modifications. Il y en a encore vraiment plus que ce que je vous ai montré. Ça, c'est celles qui m'ont plu à moi, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont vous exciter très fort, vous, et qui, moi, m'ont rien fait du tout. Parce qu'on est différents, parce que les gens sont différents, parce que la vie, c'est différent. Allez, salut!